Bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Alors, bonjour Henri Baudet. Bonjour Moïse, bonjour Carole, bonjour à toute l'équipe technique et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour le même exercice. Éclairer la lanterne des uns et des autres, amener le grand public à apprécier les différentes informations qui contribuent au développement de notre société. Et c'est parti pour le premier sujet à aborder. Le Bénin face à un tournant historique vers une nouvelle génération de dirigeants, un souffle nouveau au sommet de l'État. C'est le tout premier sujet à débattre sur ce plateau et je commence avec vous, Moïse Novillon. Le cadre institutionnel béninois favorise-t-il aujourd'hui réellement l'émergence de nouveaux profils de dirigeants? Merci beaucoup, Carole. Surtout le moment où la question est intervenue, c'est-à-dire après les élections législatives du 11 janvier dernier, donc la proclamation des résultats définitifs, on a pu quand même se rendre compte de ce que, même si ce n'est pas tout à fait comme beaucoup auraient souhaité, parce qu'on a déjà quand même mené le débat ici sur ce forum où on est revenu sur, par exemple, pour ce qui concerne bien sûr l'Assemblée nationale, un certain nombre d'élus carriéristes. Mais il y a quand même un renouvellement très profond de la classe politique et ça n'a pas commencé en janvier, ça a commencé dès que le régime de la rupture s'est installé. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits, pas pour bouter dehors une certaine ancienne classe, mais quand même pour renouveler le personnel politique du pays. Il y a beaucoup de visages auxquels on était habitué, qui tout le temps avaient été ou bien dans le gouvernement, ou bien à l'Assemblée nationale, ou bien dans les postes clés, les postes stratégiques de gestion dans les directions, par exemple, qui ou ont même été quand même... Voilà, ou même à l'international, bien sûr, vous faites bien de me passer, bien sûr, l'expression. Et donc, vous voyez, il y a quand même un certain nombre de renouvellements à partir de ce niveau-là déjà. C'est comme si l'action du gouvernement de la rupture du président Patrice Talon a essentiellement consisté évidemment à non seulement à calmer la classe politique, mais également à essayer de mettre du sang neuf, que ce soit même dans le gouvernement et à partir du gouvernement déjà. Et on a vu de tous les âges et de tous les niveaux également. Dans le gouvernement, on a eu des ministres plus ou moins assez jeunes quand même, qui frôlaient à peine la quarantaine pour un certain nombre. Parmi eux, également à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de visages. Par le passé, dès qu'on dit Assemblée nationale, les noms coulaient. Aujourd'hui, même mon grand frère et doyen sur le plateau ici, Henri Baudet, je ne suis pas sûr qu'il puisse être en mesure de citer les yeux fermés comme cela jusqu'à 20 députés. Actuellement, il va pouvoir faire un peu d'effort, je sais, parce qu'il est dans le domaine de l'information au quotidien quand même, mais je pense que ça va lui être difficile plus que par le passé, parce que par le passé, il suffisait simplement de jeter un regard dans une ville, on sait d'office qui est député là, qui est ministre là, qui est DG là, et avec une certaine facilité déconcertante, on a comme réparti le pays entre les mains d'acteurs politiques. À un moment donné, on a même parlé de grands électeurs. Donc, et c'était ceux qui faisaient la pluie et le soleil quand chaque régime ou bien chaque gouvernement devrait se renouveler ou se succéder à la tête du pays. Et donc, il y a déjà un renouvellement qui est déjà là. Donc, ce n'est pas comme si ça veut commencer en réalité. C'est déjà visible. Maintenant, peut-être c'est dans la manière de faire qu'il faut peut-être pousser le débat vers la façon de faire. Est-ce que ça va trancher? Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas simplement de renouveler les têtes, mais il faut également renouveler les pratiques aussi. Si les pratiques ne sont pas effectivement bonnes et devraient continuer avec cet état, tout n'est pas parfait dans tout ce qu'on a pu observer depuis 1990. Et donc, est-ce que le nouveau souffle dont on est en train de parler ici va impliquer évidemment que, effectivement,
on puisse voir de nouvelles pratiques et surtout de nouvelles bonnes pratiques, même à la tête du pays, au sommet de l'État. Et on se plaît à le dire ici, à le rappeler ici très souvent qu'on voit d'office le ministre Romuald Wadaï, par exemple, prendre la tête du pays et inévitablement à partir d'avril-mai 2026 tout à l'heure. Et donc, effectivement, c'est également un nouveau souffle à ce niveau. Et donc, on va voir peut-être un nouveau leadership. Patrice Talon, c'était un nouveau souffle déjà, mais peut-être un nouvel ancien visage, parce qu'on s'est rendu compte à l'exercice du pouvoir que c'est un ancien quand même, comme on l'a dit à une certaine époque, un intrus qui connaissait très bien la maison. Donc ce n'était pas en tant que tel nouveau pour une certaine classe politique, mais avec Romuald Wadaï, c'est vraiment un souffle nouveau. Et donc un souffle nouveau au sommet de l'État, beaucoup de souffles nouveaux également à l'Assemblée nationale et dans les directions. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour l'avenir du pays à partir de nouveaux visages que l'on est en train de plébisciter, l'on est en train de voir arriver dans les institutions, à la tête des institutions, et à l'intérieur des institutions et dans le fonctionnement quotidien de l'État. Henri Yambode. Oui, Moïse a bien fait de rappeler, de référencer, de partir donc d'une période donnée. Si même elle est un peu en arrière, en 90, pour de 90 jusqu'à 2016, il y a eu cette classe politique où on est habitué, les grandes figures politiques où on est habitué, on peut effectivement citer dans telle localité, c'est celui-là ou celle-là qui fait la pluie, le beau temps, c'est celle-là qui, ou bien celui-là qui décide de toute une localité. Et à partir de 2016, à l'arrivée donc de Patrice Talon au pouvoir, il a commencé par engager des réformes, ces réformes qui ont conduit à la reconfiguration totale de la classe politique béninoise. Vous vous rappelez bien évidemment que quand son premier gouvernement, il a eu affaire avec peu de gens, parce que même pour le gouvernement, on se disait mais telle personne sera forcément au gouvernement parce que son travail, sa compétence et tout, on se disait que telle personne doit se retrouver dans le gouvernement, mais il a fait c'est pas un travail qui a conduit à dénicher de nouvelles têtes qui du jour au lendemain a commencé par à travailler avec lui. Mais il faut dire depuis 2016 également, Patrice Talon, ces réformes lui ont permis de reconfigurer la classe politique, mais également ça lui a permis de mettre en retraite, il ne faut pas l'oublier, de mettre en retraite ces politiciens, ces figures anciennes, ces barons, ces bonnets bleus de la politique béninoise qui, tout le temps, ont fait parler d'eux. Et ça lui a permis également d'avoir la main libre pour travailler. Parce que vous savez quoi, ces anciens bonnets, ces barons dont on parle, quand on prend tel zone, c'est telle personne qui a la main mise sur ce fief-là, sur cette localité-là. Ça ne permettait pas à Patrice Talon de faire véritablement le travail. Parce que, vous savez, il y a aussi le chantage politique qui était là. Et donc, les gens pouvaient un matin dire non, si tu ne me fais pas telle chose, si tu ne positionnes pas telle personne à tel niveau pour moi, ça ne va pas marcher. On va te créer tous les problèmes au gouvernement, ou bien au Parlement, ou bien dans les sites de ta fonction. Donc, il a commencé à travailler à cela. Vous voyez aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il saute à petit feu, mais il saute un peu, mais à un moment donné, on a perdu de vue Nicolas Olé, on a perdu de vue l'ancien président de l'Assemblée nationale, Kofi Nago, Amoussou Bruno, Adrien Ogbedi, qui sont restés un peu et qui ont voulu montrer que oui, nous avons toujours... Nous existons toujours. Mais qui ont été rangés carrément au garage, il faut le dire. Donc il y a ces anciennes figures qui ont été rangées au garage de tout, donc des réformes. N'était-il pas temps? Sérieusement parlant, n'était-il pas temps? C'est humain.
c'est humain. Quand vous avez un intérêt en jeu, c'est humain de continuer, de chercher à continuer toujours, même si on est fatigué. Je ne veux pas donner l'exemple de Cameroun où on continue toujours, même à 90 ans, de continuer donc à être politicien, à être dirigeant. Nous n'allons pas prendre les mauvais exemples pour... Voilà. Mais Patrice Talon, véritablement, il a été l'acteur qui a travaillé à cette reconfiguration-là politique, où a commencé par faire émerger les jeunes, la jeune génération, pour les mettre au fait, bien sûr, des actions publiques. Aujourd'hui, on en est là. Eh bien, la prochaine législature également, si on fait un peu le point de ces nouvelles figures qui oui, il a dit, même depuis depuis la 9e législature, il est difficile pour les gens de citer quelques noms de députés. Mais entre-temps, on peut dire dans telle personne est députée, on les voit même, on les côtoie sans savoir qu'ils sont députés. Voilà, donc il y a eu ce travail qui a été fait et qui a permis également, de créer une envie d'aller à la politique chez les jeunes également. Entre-temps, il y a passé cette jeunesse-là qui s'accrochait, convoitait la politique. Mais aujourd'hui, Patrice Talon a fait que il y a ces jeunes-là qui ont travaillé même à se positionner dans l'arène politique. Donc le travail, ça n'a pas fini. Encore 7 ans, 14 ans, et vous verrez que, je le dis à quelqu'un l'autre fois, que les arrondissements seront confiés peut-être à des jeunes, plus jeunes, mais pas à des gens qui ont fait leur temps, oui, qui ont prouvé leur... Qui ont fini de travailler dans la fonction publique et qui se reversent... Il faut que je me case dans la politique. Voilà. Alors Moïse Novillon, quels sont les critères qui définissent concrètement la nouvelle génération de dirigeants, ou qui doit définir? Justement, et avant d'en arriver là, je vais appuyer rapidement. J'ai une très belle question, je vais forcément y arriver. Je vais appuyer très rapidement ce que Henri disait et rappeler que il faut quand même du courage. C'est-à-dire quoi? Il ne s'agit pas de dire on envoie les anciens au garage, que vous ne pouvez pas dire par exemple qu'un certain Adrien Ngwedi, un certain Bruno Amousson, un certain Idji Kolaole, un certain Mathurin Kofi Nagou, par exemple, ne sont pas toujours utiles à la République en quelque sorte. Et je pense qu'ils sont toujours capables non seulement de réfléchir, surtout de mobilité, de réfléchir et de proposer, et évidemment de servir toujours la République. Mais il faut reconnaître que Patrice Talon a été quand même très courageux pour essayer de... Vous voyez, on se rappelle de comment, par exemple, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, mais le président Bruno Amousson a quitté la tête de l'Union progressiste. Le renouveau, par exemple, c'est carrément... Personne ne voyait cela venir avant que cela n'intervienne, je pense, au détour d'un grand rassemblement du parti, je pense, Assemblée générale ou congrès, comme cela, au Palais des Congrès, et on apprend comme cela que c'est comme ça Maître Joseph Odjogbenou, qui venait de quitter la Cour constitutionnelle, et donc récupère la tête du parti comme cela. Et donc, il faut saluer ce courage-là. Il a fallu du courage pour pouvoir le faire et y arriver en réalité. Et donc, effectivement, qu'est-ce que la nouvelle génération doit pouvoir prouver, doit pouvoir démontrer? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut s'attendre à ce que, effectivement, les manières de réfléchir, les manières de faire ne soient pas exactement les mêmes choses. Et c'est pas forcément que la nouvelle classe qui est en train d'arriver là est véritablement politiquement outillée. Je ne dénie pas la compétence aux uns, je ne dénie pas des valeurs intrinsèques aux autres, mais politiquement, c'est qu'il y a beaucoup quand même qu'on n'a pas vu venir. Il faut avoir le courage de le dire. Et donc, ça veut dire que ces jeunes-là vont devoir, malheureusement, dans le feu de l'action pour la majorité, devoir faire leur classe. Parce qu'ils vont devoir faire leur classe dans le feu de l'action. Et il faut commencer forcément quelque part un jour. Mais il faut espérer, effectivement, que, étant donné qu'ils sont plus jeunes, et donc plus en phase avec les réalités de notre temps, les réalités de notre époque, il faut espérer qu'ils puissent valablement représenter évidemment les réalités d'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi, quand je parle de représentation, c'est au moment de revendiquer, au moment de réclamer, au moment de poser des actes, au moment d'élaborer des projets.
il faut quand même qu'ils puissent, en raison de leur proximité avec les réalités actuelles, qu'ils puissent s'inspirer et tenir compte de tout ce qu'il y a lieu de prendre en considération au moment d'élaborer de pareils documents. Pas plus que la journée d'hier, j'étais à une formation en ville pour les acteurs bon, pas pour les acteurs des médias, mais pour tous les acteurs qui s'intéressent à la promotion de la chaîne du livre. Et dans les discussions, on a pu se rendre compte, certains ont pu se rendre compte, moi je le savais, certains ont pu se rendre compte de ce que le test, par exemple, qui encadre la propriété intellectuelle dans notre pays remonte à 2005. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a l'IA qui produit des livres. Et les personnes qui sont capables d'utiliser l'IA pour produire des livres, je vous l'assure, ne sont pas des personnes qui sont diplômées d'université. C'est-à-dire que l'une des premières personnes à avoir manipulé l'IA pour générer du contenu illustré en termes de production livresque, pour moi, et que j'ai pu voir pour la première fois, n'a pas fait son baccalauréat. Et donc, vous vous rendez compte, les enjeux ont changé. Il faut changer toutes ces lois. Et pour pouvoir changer toutes ces lois, pour pouvoir faire les vrais débats au moment de modifier ces documents, ces textes de loi, par exemple, il faut que ce soit évidemment des personnes qui s'y connaissent dans les questions de nouvelles technologies, de technologies nouvelles. Comment on manipule, comment on génère les images, comment on génère du contenu, comment on se sert de chat, GPT, etc., de l'intelligence artificielle. Ce sont des données, ce sont des dimensions qu'il faut intégrer. On est allé même jusqu'à s'interroger hier sur est-ce qu'il ne faut pas, et je profite pour saluer le directeur du Bibedra, docteur Abalo, au passage, parce qu'il nous a été très utile, il a été très pédagogue dans la démarche hier. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, si on ne se met pas à jour, si on ne s'adapte pas par rapport aux réalités de maintenant, on va se faire surprendre comme on est en train de se faire surprendre par ChatGPT. Personne n'a vu l'intelligence artificielle venir. Et donc c'est là qu'il faut voir que la nouvelle génération qui est en train d'arriver puisse arriver évidemment avec tout ce qui est innovation dans le monde aujourd'hui et puisse également insuffler. Il faut que nous aussi on devienne le carrefour. Il y a Semecity par exemple qui est un pôle d'innovation et d'attraction également. Il faut que par exemple les jeunes qui sont en train d'arriver aux responsabilités, pas seulement aux fonctions politiques mais aux responsabilités administratives, ça et là également, puissent insuffler le goût de l'innovation, le goût de la recherche, le goût de la création également à la population béninoise, à la jeunesse béninoise, afin que nous aussi, on soit précurseurs d'inventions, de créations qui puissent révolutionner le monde. Donc c'est dans ce sens qu'il faut peut-être voir comment l'apport de la nouvelle, le nouveau souffle dont on est en train de parler peut se faire pour que notre pays puisse faire davantage plus de progrès. Henri Ambonnet, quels sont les critères que doit avoir cette nouvelle génération de dirigeants? Il faut que ces nouveaux dirigeants qui est-ce seulement la vision, les compétences, l'âge ou encore l'éthique? L'âge, oui. Éthique, oui. Nouvelle vision de la chose publique, oui. Mais que compétences également. Compétences également. Mais que ces jeunes-là n'aient pas un passé lourd, qu'ils n'aient pas l'idée de ce que... Parce que je suis impliqué dans une affaire de détournement au village, que j'allais me recaser dans l'arène politique pour avoir de parapluie. Non. Que ces jeunes dirigeants-là aient accès, bien sûr, à des postes stratégiques. Et donc, à tout ce que vous avez cité, il faut également que ces jeunes-là soient des jeunes qui véritablement souhaitent faire de la politique eh bien, avec un autre modèle de politique. Parce que si vous prenez ça comme les autres l'ont pris, je vais parler comme ça, terre à terre, pour les autres, c'est du travail. On a fini la fonction publique, il faut chercher à être conseiller quelque part, ou bien il faut chercher à aller se retrouver dans un conseil communal pour continuer donc de bénéficier des primes donc, de la République. Donc, si vous n'avez pas une vision forte du développement, vous ne pouvez pas représenter vaillamment donc, la jeunesse. Donc les critères, il faut l'éthique, il faut la compétence, mais il faut également avoir donc, une vision. Il ne faut pas avoir un passé lourd pour se prétendre donc, là. Donc, pour moi,
Surtout pour se saborder et pour être obligé de rentrer dans des compromissions. Voilà, parce que quand vous avez passé l'eau, forcément, on va vous proposer des choses. J'ai suivi quelqu'un qui disait que quand vous êtes une autorité et qu'on est arrivé donc à vous analyser, on sait ce qui vous fait plaisir. Si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas la femme, ça doit être la nourriture. Et donc, il faut arriver, si vous vraiment vous voulez développer les choses, il faut être suffisant. Et là également, il y a ce point stratégique, il y a ce point-là essentiel qu'il faut relever. Si on a des yeux d'œuvrés qui sont envoyés dans la politique, on ne va pas avoir la finalité, on n'aura pas la finalité de ce qu'on veut. Parce que si le jeune sait faire quelque chose, est compétent et est excellent dans un domaine, il pourra donc se départir de ce que j'ai cité là, les besoins vitaux qui peuvent l'amener dans les travers, mais être précis dans son domaine, être précis dans son couloir pour véritablement travailler pour le développement de sa localité ou de sa nation. C'est ça également. Il faut des gens suffisants, je parle des gens suffisants, d'accord, pour faire face donc aux réalités. Si c'est quelqu'un qui n'a pas encore de vélo et que vous avez pris pour être votre conseiller, la première des choses à faire, c'est comment faire pour avoir une moto. Il va quitter donc l'idée de vélo pour avoir une moto rapidement et avoir une voiture. Mais à ce moment-là, il ne pense pas au développement, mais d'abord à son intérêt personnel. Justement, ça traduit bien l'importance de ma question qui devait suivre. Est-ce que la jeunesse béninoise est-elle suffisamment organisée aujourd'hui ou suffisamment prête pour durablement opérer ce choix? Mais, écoutez, il y a toujours, on a toujours pensé que dans le lot de cette jeunesse, il n'y a pas ceux-là qui ont été, ces jeunes-là qui ont été préparés. Je prends donc le plus jeune député qui a 31 ans, qui a travaillé donc, tout le temps et qui a été positionné. Il est l'enfant de Saka Salif. Oui, c'est ça. Hein, c'est Salifou, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats à faire à ce niveau-là. On va pas, donc, c'est pas de génération de père au fils. Mais déjà, c'est qu'il a eu le temps. Mais si c'est un mérite. Il a eu le temps. Parce que son père est un grand politicien de la localité, que son fils ne fera pas la politique. On peut faire le débat à ce niveau-là. Je ne veux pas ouvrir ce coup-là d'abord. Ce n'est pas la parenthèse qui nous intéresse. Donc, il y a cette jeunesse-là qui est prête, bien sûr. Il y a cette jeunesse-là qui a côtoyé les grandes figures, les anciennes figures, et qui connaissent la pratique politique. Et dès qu'ils sont préparés pour aller, il faut les laisser donc au fait de la tête. Il faut les laisser aller donc à la réalité des choses, et ça pourra donc les aider à se lever. Parce qu'il n'y a pas d'école politique, même si les experts vont me dire qu'on étudie la science politique et tout le reste, mais la pratique politique, forcément, n'est pas étudiée dans telle localité, dans telle école, je dirais. Mais puisqu'ils ont côtoyé les faits, les anciennes figures, je dirais, ils ont côtoyé les anciennes figures, ils ont travaillé avec les anciennes figures, ils ont eu au moins à connaître les pratiques politiques, et quand je prends quelqu'un qui a travaillé avec Patrice Talon, qui n'a jamais fait une école politique, mais qui a été dans l'antichambre, dans l'arrière-plan de politique aujourd'hui, en étant président, on a vu ce qu'il a fait. C'est le cas également de Robert Guadagnini, qui a travaillé tout le temps avec Patrice Talon depuis des années. Aujourd'hui, il sait comment ça fonctionne, il sait comment il peut déplacer, dans l'appareil d'État, il peut déplacer les pions pour avoir un résultat. C'est ça également. Donc cette jeunesse-là est suffisamment prête pour aller au front, pour quand même avancer le développement. Partagez-vous cet avis? Bien sûr, et je peux même aller au-delà pour dire qu'il faut quand même saluer la clairvoyance, le leader qu'est la personne de Patrice Talon, qui a eu l'intelligence avec bien sûr la classe politique qui lui est acquise à instaurer un Sénat, c'est-à-dire pour pouvoir toujours continuer par bénéficier de l'expérience des anciens. Vous voyez, tout à l'heure, on a employé une expression quand même trop lourde pour pouvoir dire, par exemple, que certains sont allés au garage, mais en réalité, ce n'est pas comme s'ils sont exclus du débat. Et l'idée, par exemple, c'est une idée de génie quand même, le Sénat tel que la configuration est imaginée pour que ce soit les anciens présidents d'institutions, les personnalités d'exception quand même, les fils d'exception
conception du pays quand même, qui ont un certain âge et qui ont un certain nombre d'expériences, qui soient encore là comme les gardiens du temple, les gardiens du foyer. Et c'est pourquoi j'ai toujours recommandé, j'ai déploré que le président Boni Yayi ait pris une position au public pour dire qu'il n'a pas l'intention de rejoindre le Sénat. Moi, je continue de l'implorer, de supplier ceux qui sont dans son entourage. Je vais toujours le répéter quand j'en aurai l'occasion, de le prier de rentrer. Parce qu'en réalité, la République a besoin de leur expérience. Ce n'est pas comme si on est en train de les bouter dehors. Et donc, c'est un moyen en réalité de réexploiter tout ce qu'ils ont. Donc, c'est pas une rupture voilà. Et surtout d'encadrer les jeunes qui sont en train d'arriver. Parce que les jeunes qui sont en train d'arriver, je le disais tout à l'heure, on ne les a pas vus venir dans la majorité, pour la majorité. Et donc, on n'est pas sûr qu'ils aient véritablement fait leur classe. On n'est pas sûr. Et je ne veux pas dénier, je ne veux pas nommer, sinon on peut nommer, hein, vous voyez, même le cas dans la première circonscription électorale, c'est être enfant de député, ne vous, être enfant d'un ancien député, bien sûr, ne vous exclut pas d'office de la politique, vous avez les droits comme tout citoyen, mais on n'a aucune preuve de ce qu'il a véritablement fait, évidemment, ses classes. Et il est brillant à l'école, peut-être, il est brillant dans d'autres activités, peut-être, mais on ne l'a pas encore vu sur le terrain politique. Et donc, peut-être que ça se faisait dans le silence et pas relayé aux côtés de son père. Bien sûr, c'est la même chose que je dis. Donc, si c'est déjà cela, ça veut dire qu'il a plus même d'expérience que certains jeunes qu'on pourrait Oui, je ne suis pas en train de lui dénier. Vous pouvez suivre ma logique jusqu'au bout. Et donc, nous, on ne l'a pas encore vu. Il est peut-être très talentueux, très compétent. Il a peut-être beaucoup de ressources en matière politique. On n'a pas la possibilité de le juger en cette matière parce qu'on ne l'a pas encore vu aux affaires. Par contre, il faut quand même saluer l'ingéniosité qui a voulu qu'on instaure un Sénat, par exemple, pour toujours avoir les anciens, pour pouvoir encadrer, bien sûr, ces jeunes-là qui sont au Parlement, qui vont peut-être prendre des lois, qui ne vont pas être des lois parfaites pour la République, et que le Sénat, et que peut-être si on ne lui fait pas un affront en le disant également, le prochain président de la République est parti pour être également un jeune. Et donc, si éventuellement, que ce soit le Parlement, à partir du Parlement ou à partir du gouvernement, s'il y a peut-être des lacunes dans des textes de loi, par exemple, que le Sénat très expérimenté à travers les anciens chefs d'État, les anciens présidents d'institutions, à Cour constitutionnelle ou bien Assemblée nationale, puissent les rappeler, puissent les ramener en réalité sur les rails pour dire, ah oui, les jeunes, vous avez été très intelligents peut-être, vous êtes peut-être pressés pour faire certaines choses, alors qu'on aurait pu commencer par ici pour que cela puisse donner le résultat qu'on souhaite. Et donc, évidemment, il faut espérer, il faut être heureux pour que les jeunes puissent arriver en masse. Et il faut espérer également que la transition puisse se faire à travers, bien sûr, les nouvelles institutions qui sont en train d'arriver pour pouvoir donner de quoi, en réalité, être le gage, la vraie base, le pilier de tout ce qui a comme institution et qui a comme structure également dans la République pour que le pays ne puisse pas s'arrêter, le pays puisse continuer par bien fonctionner en réalité. Alors, Henri... On parlait donc de Youssouf Issa. Bien sûr. C'est Youssouf Issa, donc l'enfant de j'espère qu'on ne va pas faire focus sur lui. Non, pas lui. Nous allons poursuivre. On va poursuivre. Mais en rappelant quelque chose, cette pratique-là n'est pas de tout appréciée peut-être des uns des autres. D'accord? C'est comme on passe le flambeau à son enfant. On dit, tu vas continuer l'œuvre que j'ai entamée. Non, il y a forcément donc des jeunes qui sont aussi de la trempe de Youssouf Issa et qui sont également peut-être du talent, qui sont compétents et qu'on peut aller dénicher également. Donc c'est pour ça que je disais que si on va chercher, donc on va ce débat-là, on peut le faire également. Voilà, on peut continuer. Alors, ma question, c'est de savoir quelles sont les conditions nécessaires pour que ce nouveau tournant historique dont parle le quotidien se fasse ou devienne une opportunité et non une crise, j'allais dire, générationnelle. Non, d'abord, que ceux qui... que les jeunes qui vont se retrouver dans l'arène politique, puisque vous parlez donc de cette nouvelle génération, que ces jeunes-là ne prennent pas la politique comme une carrière, ne considèrent pas la politique comme une carrière. Et là, ça va nous éviter une crise générationnelle. Voilà. D'accord? Mais qu'ils se disent qu'ils ont été positionnés et qu'ils ont un temps à faire
Et ils vont passer donc le témoin à d'autres jeunes également. Et donc déjà travailler à implémenter, à travailler à ce que les jeunes qui sont dans les alentours également soient formés à la chose politique. Publique également. Et donc, pour éviter qu'il y ait une crise générationnelle, que ces jeunes-là, qui ont la chance aujourd'hui de se retrouver dans la réelle politique, que ces jeunes-là ne prennent pas la politique comme une carrière. C'est essentiel. Parce que si on le fait, on va voir donc, on va se retrouver dans l'ancienne classe également. Voilà, dans le même cycle. Dans le même cycle où on va penser que c'est moi. Il n'y a que moi ici. Oui. C'est moi qui décide. Et dès que ça commence comme ça, c'est qu'on fait tout possible pour que les autres ne viennent pas à la rivière. On va peut-être fermer les routes, on va fermer les voies, les débouchés pour que les autres ne viennent pas également apporter. Parce qu'il s'agit ici d'apporter une plus-value, d'apporter donc, de vendre sa compétence, de prouver sa compétence, de mettre sa compétence au service de la nation. Donc, on n'est pas seul à avoir cette compétence-là. Dès qu'on fait un temps, oui, je suis d'accord qu'on peut continuer. Dès que c'est bon, on peut continuer. D'accord? Mais je ne parle pas de rupture totale. Mais à un moment donné, il faut savoir quitter les choses pour laisser la place donc, aux autres avant également. Que les choses ne vous quittent. Moïse? Oui, bien évidemment. Et il faut surtout mettre l'accent sur le fait que la politique, pendant longtemps, la pratique qui a perduré, bien sûr, depuis 1990, plus précisément, a fait croire en réalité que la politique est une fonction. Et même dans certaines pratiques, j'espère que les réformes et que la vision du chef de l'État va nous permettre progressivement, parce qu'on a compris certaines décisions, c'était difficile en réalité, on ne demande pas aux acteurs politiques de prendre la retraite en fait. On ne demande pas à quelqu'un qui sait faire la politique d'aller se reposer. La politique, c'est un terrain où vous venez prouver que vous avez la possibilité de contrôler en réalité le game, comme on dit, et si vous ne continuez pas à le prouver, vous restez. Et donc, ça a été difficile de pouvoir demander à certains anciens, en réalité, de se mettre un tout petit peu... À cause du chantage. Oui, à cause du chantage. Parce qu'ils ont toujours la même issue des choses. Dans certaines communications, on a pu comprendre, par exemple, qu'un personnel politique a continué par être... On a continué par entretenir une partie quand même du personnel politique, même qui n'est pas très actif, parce que en vérité, il faut réussir effectivement. Il ne faut pas demander aux gens de se mettre en retrait comme cela et les sevrer d'emblée. On peut comprendre la sagesse, l'intelligence surtout pour pouvoir gérer cette situation-là. Mais j'espère quand même, évidemment, qu'on va pouvoir dépasser, avec le temps bien sûr, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans bientôt, qu'on va pouvoir dépasser un certain nombre de choses et ne pas donner l'impression que la chose politique est une fonction, que certaines personnes puissent se transformer toute leur vie en acteurs politiques et qui n'aient pas en réalité d'autres qualifications. Et je regardais un élément sur les réseaux sociaux hier où quelqu'un s'est amusé à apprécier la fonction qu'on a pu mettre sur les listes de candidatures qui ont circulé là, la fonction pour certains acteurs. Oui. Vous voyez, ça faisait rire dans certains cas. C'est-à-dire que c'est comme si certaines personnes, certains acteurs qu'on a l'habitude de voir, qui ont animé la vie publique tout le temps, n'ont pas carrément appris un métier, n'ont pas du tout de fonction. Et donc la fonction, on a pu mettre par exemple pour fonction pour certaines personnes, députés simplement. Et vous voyez, ça dit beaucoup de choses en réalité sur ce que nous avons été, sur ce que nous sommes jusque-là. Et on espère que la jeune génération qui est en train d'arriver ne va pas se transformer l'arène politique en emploi, en boulot et ne pas avoir de compétences en réalité. Parce que c'est l'autre réalité de la chose, c'est-à-dire que les gens n'ont pas en réalité d'autres compétences. Donc ils sont obligés d'user de toute forme de stratagème pour se maintenir là et se donner le train de vie qu'ils ont envie de se donner, et bien sûr sur le dos de la République. Et donc il va falloir que les jeunes puissent comprendre qu'en réalité, la politique, ce n'est pas une fonction. Il faut avoir des compétences, il faut avoir des qualifications et que la politique, c'est un lieu de service. Et à un moment donné, il y a, je pense, 2 formations politiques qui ont visité la Chine et qui sont revenus dire les merveilles qu'il y a dans le Parti communiste chinois. Je ne dis pas qu'il faut reproduire in extenso tacitement le modèle chinois, mais ils ont peut-être manqué de communiquer sur la façon dont le député chinois est traité, par exemple. Donc, si on arrive à ce niveau-là, je pense qu'on va avoir véritablement de personnes qui viennent servir. C'est pas seulement la Chine, qui viennent se servir en réalité. D'autres pays également où
pratiquement, vous n'avez pas de salaire. C'est pas de parler de quelqu'un qui est suffisant. Oui. Qui a déjà un métier, qui a un travail, qui a un boulot, ma dernière question, quels sont les acquis gens comme vous qui ont déjà un travail, qui peuvent se mettre donc, au service de la nation. Parce que quand vous apprenez, par exemple, quand vous apprenez, il y a des fiches de paye qui ont circulé, des fiches de paye de députés qui ont circulé. Et quand vous faites le calcul par rapport à ce que nous avons comme SMIG, vous salivez, mais en même temps, si vous n'êtes pas dedans, vous avez un peu le pincement, vous dites, mais j'aurais pu peut-être tout négliger et me mettre seulement dans le champ politique depuis très tôt. Talon a bien fait de faire l'état des lieux. Et quand il faisait ça, tout le monde disait, Fofo, oui, parce que oui, on se tape 10, 20 femmes. Oui, parce que la République paye. Donc, voilà. Quels sont les acquis qui doivent être préservés dans un contexte de renouvellement de leadership? D'abord, il faut partir donc de fait de la notion de leadership. Leadership, c'est pas celui-là qui, comme le dit... En parlant du diriger. Tout, oui. Donc, ces acquis-là, c'est le pragmatisme aujourd'hui. D'accord? Aller arriver à faire les choses comme on doit le faire. Peut-être ça donc, a impulsé donc, une dynamique qui est là. Et donc, forcément, cette dynamique-là va continuer. C'est que de cette dynamique-là, on retient que on ne contrôle pas pour aller donc de point A à un point B. S'il faut aller déplacer donc les choses pour que on aille au point B, il faut le faire. Donc il y a le pragmatisme qui reste un acquis que on doit préserver. Et cette génération également doit préserver cet acquis-là. Il n'y a pas à faire de compromissions. Il n'y a pas à faire comment dire, à se livrer donc au chantage. Il n'y a pas à se laisser emporter par le chantage. Il n'y a pas à se laisser emporter par la pratique politique. Si il est important d'aller vers donc des réformes qui doivent bien sûr faire que tout prouver l'intérêt général au lieu de l'intérêt personnel, il faut arriver donc à les engager. C'est ça également, donc les acquis qu'on doit préserver. Oui, il faut surtout permettre que l'on puisse préserver. Il y avait quand même une très bonne chose dans la politique au Bénin, par-dessus tout, malgré tout ce qu'on peut reprocher à la classe politique à un moment donné, il y avait qu'ils se débrouillaient, ils s'arrangeaient toujours pour préserver la paix. Et donc, je pense que par-dessus tout, cela doit être, c'est un acquis qui doit être évidemment préservé et entretenu. Il n'y a pas un intérêt personnel, il n'y a pas un service que l'on veuille rendre à la République dans un contexte de guerre et de déchirement entre enfants et citoyens d'une même nation. Ça, c'est un acquis qu'il faut réussir à tout prix à préserver par-dessus toutes les autres formes de considération. Il y a également quelque chose qui est en train de disparaître un tout petit peu, la capacité de voir les acteurs, quel que soit leur bord, et quand même lors de certains événements, que se donner quand même la main, un certain climat de dialogue et d'apaisement qui arrivait à revenir de façon cyclique de temps à autre, en général quand la République semble en difficulté. Je pense que c'est quelque chose qui a fait notre fierté à un moment donné, qui a inspiré d'autres acteurs autour de nous dans la sous-région et qu'il va falloir forcément préserver et ramener. C'est-à-dire qu'une certaine quand même courtoisie dans la façon de faire et dans la façon de débattre, dans la façon de discuter. Et, vous savez, les mots, quand les mots sont mal employés, sont mal placés, et cela génère beaucoup de frustration et cela n'aide pas en réalité à entretenir la paix. Il faut également voir que entre nous quand même au Bénin, les acteurs politiques, et bien sûr à travers les époques, ont quand même démontré qu'ils n'ont pas envie en réalité que notre pays tombe dans cet état. Vous avez vu la dernière fois le 7 décembre, quand l'acte est intervenu, notamment le push manqué, vous avez vu, à l'unisson, toutes les tendances politiques, même les forces politiques qu'on a qualifiées de forces politiques d'opposition radicale, par exemple, ont produit officiellement de communiquer. Les têtes, les leaders ont pris formellement la parole pour dénoncer, pour critiquer. Et donc, effectivement, il y a une certaine fierté
que les Béninois ont toujours envie de chérir l'entretien de leur démocratie. Bien sûr, il faut faire évoluer la façon dont on a pratiqué notre démocratie jusqu'à présent. Il faut corriger ce qui ne va pas dedans, mais il faut réussir quand même à préserver quelque chose en ce sens-là, c'est-à-dire une certaine tranquillité démocratique quand même, une certaine tradition démocratique quand même, qui permettent évidemment aux uns et aux autres de s'épanouir à l'intérieur des contradictions qui peuvent naître ça et là de temps à autre sur certains sujets, dans certains débats. Donc ce sont des acquis qu'il faut parvenir à préserver. Il ne faut pas déborder, il ne faut pas vouloir forcément aller par la force au moment de prétendre ou bien de vouloir prendre des responsabilités ou bien des fonctions politiques. Ce ne sont pas des choses qui sont en réalité nécessaires et utiles pour le fonctionnement et la vie de la République. Je pense que c'est sur ces éléments-là que je veux peut-être particulièrement tabler à la suite de, bien sûr, ce que Henri a déjà évoqué. Nous allons à présent nous intéresser à nous-mêmes, à notre fonction, à la presse béninoise. Trêve politique, quel sort pour la presse béninoise? Trêve politique, quel sort pour la presse béninoise? Très rapidement, en quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette grosse interrogation du quotidien Matin Libre? Je ne sais pas si je vole la vedette au doyen sur la question, et surtout, non, mais je pense qu'on n'a pas encore tout à fait compris dans son essence et dans la tête du législateur ce qu'il met dans trêve politique. Je pense qu'on ne l'a pas encore tout à fait compris parce qu'on n'est pas encore entré dans la phase de son expérimentation. Et je ne pense pas que l'objectif du politique et du législateur soit de faire taire tout le monde. J'ai rapidement parcouru, rapidement quand j'ai vu le titre là, je suis allé rapidement sur les comptes sociaux du journal, notamment sur le site du journal pour aller rapidement parcourir l'article. J'ai rapidement vu le contenu et je suis d'accord avec l'analyse posée par le confrère, c'est-à-dire que évidemment il ne faut pas que les journalistes hantés par la peur évidemment cessent de faire leur boulot. Et dans l'autre sens également, il ne faut pas que les acteurs politiques désertent le forum pour laisser les journalistes se comporter comme des politiciens, au risque encore d'être taxés de journalistes partisans. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse. Mais je pense que la trêve politique dont on est en train de parler, c'est surtout pour cesser avec certaines pratiques d'une autre époque. Vous voyez, par exemple, il est arrivé à une certaine époque dans notre pays où les routes, la voie publique est prise d'assaut pendant des heures de boulot, des jours ouvrables, ou bien pendant des heures de mobilité massive pour simplement, non seulement peut-être faire des marches pour soutenir, ou encore pour faire des marches pour protester, ou encore pour faire des prières. Il est arrivé des moments où les prières ont débordé les églises, ont débordé les paroisses, ont débordé les mosquées, ont débordé les couvents pour se retrouver sur la chaussée. Et donc, vous voyez, certaines pratiques sont arrivées. C'est vrai que ces 10 dernières années, on a moins vu cette forme de manifestation. C'est purement des manifestations politiques en réalité. Et donc, on a moins vu cette forme de manifestation. Mais je pense que le législateur a voulu pousser les choses un peu plus loin, en réalité pour contraindre les politiciens à savoir qu'on est en train de dépasser définitivement certaines pratiques. Je ne pense pas qu'on puisse refuser à un chef de parti politique, par exemple, de s'exprimer sur certaines pratiques, sur certaines façons de faire. On ne peut pas refuser, par exemple, dans le même temps aux journalistes en réalité, de questionner, ou de critiquer. Peut-être encore, et je salue le confrère parce que j'ai lu l'article, donc ça me donne la facilité de commenter d'opiner et d'en commenter le contenu. Peut-être, je suis d'accord avec lui sur ça, que cela permet en réalité de voir émerger beaucoup plus de l'investigation. Parce que on a passé tout le temps, les politiciens ont offert, pendant longtemps, les politiciens ont offert de la matière à commentaire tous les jours.
si ce n'est pas un politicien qui est allé poser pierre quelque part, c'est un politicien qui est allé faire une déclaration ailleurs, ou c'est un autre... C'est des comptes rendus, on appelle ça. Et on a passé tout le temps à faire de comptes rendus et à ressasser sur les comportements et les actes. Maintenant que peut-être les politiciens vont être moins au devant de la scène et que nous allons forcément être obligés de continuer notre boulot, on va peut-être, pour pouvoir avoir de la matière à débat, de la matière à information, bien sûr, il va falloir peut-être voir une nouvelle génération de journalistes d'investigation. Donc, arriver avec des sujets pointus, avec des recherches. Parce que dans ces conditions de trêve politique, vous-même journaliste, vous avez l'obligation, si vous voulez prendre la parole, d'être sûr de ce que vous voulez dire. Si vous voulez écrire, vous devez avoir les preuves. Et donc, peut-être que nous allons voir venir bientôt, dans les années à venir, l'essor, le développement, le progrès en matière d'investigation journalistique. Et regardez très bien si vous suivez dans l'actualité. En ce début d'année, personnellement, par exemple, j'ai déjà participé à une formation en fact-checking. Donc, comment checker une information que l'on a reçue. Et je suis en train de voir venir encore être sûr de sa véracité. Être sûr de la véracité ou bien de la fausseté de l'information, pouvoir déconstruire tout ce qui est mensonge, tout ce qui est propagande. Et là encore, en parcourant bien sûr les réseaux Internet dans cette semaine, je vois encore qu'une cohorte de 50 journalistes, qu'une certaine organisation de la société civile appelle à former 50 journalistes sur les pratiques de l'investigation en termes de violence basée sur le genre. Vous voyez, ça vient. En réalité, comme le terrain pour pouvoir parler politique a commencé par se réduire, pour parler politique politicienne, bien sûr, sinon on parle toujours politique au Bénin, et donc a commencé par se réduire, les gens sont obligés d'aller puiser dans les ressources, surtout du professionnalisme. Parce qu'il n'est plus aisé en réalité de venir ressasser, déblatérer sur des faits isolés, ça et là, à l'intérieur des quartiers où les acteurs politiques se portent en vedette. Maintenant, il faut aller chercher dans le tréfonds, il faut aller chercher. Et surtout, on s'est rendu compte au détour de certaines conversations entre professionnels des médias que les informations, c'est vrai, même si les politiciens ont des difficultés à mettre les informations à la disposition des acteurs des médias. Pas que. Même si les responsables... Pas que les politiciens. Oui, même si les responsables... Même dans l'administration. Ce qui rend d'ailleurs l'investigation très pénible. Oui, bien sûr, j'en arrivais. Même si les administratifs ont du mal à mettre les informations à la disposition des acteurs des médias, aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux, et surtout si vous êtes outillé, si vous êtes formé, vous avez la possibilité en réalité d'accéder à certaines informations que les administratifs, que les fonctionnaires, que les politiciens ne savent même pas que vous êtes en mesure d'obtenir. Parce qu'en réalité, les données existent. C'est pourquoi je disais que la pratique de l'investigation va peut-être revenir. Les données existent, que ce soit peut-être dans les rapports. Il y a des rapports, vous voyez, on a perdu, je ne dis pas nous tous, et je ne dis pas tous les journalistes, mais dans une certaine majorité quand même, on a perdu l'habitude d'aller creuser dans des rapports. Parce qu'on trouve par exemple que c'est 50 pages, c'est 100 pages, c'est 200 pages, un rapport publié par la Banque mondiale par exemple, un rapport publié par l'UNICEF par exemple. Alors qu'en réalité, dans ces rapports-là, on peut trouver des éléments qui vont contredire peut-être des propos, peut-être des actes, peut-être des initiatives du gouvernement par exemple. Et donc, on a perdu certaines pratiques à un moment donné, avec lesquelles il va falloir peut-être renouer pour pouvoir trouver du contenu et de la matière de qualité digne de foi à exploiter. Parce que si un journaliste exploite un rapport de la Banque mondiale, par exemple, il sera difficile de le taxer de politique ou bien de diffamation. La base, parce que la source est bien crédible. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et donc, la trêve politique n'arrache pas la parole aux professionnels des médias. Ça demande aux professionnels des médias en réalité d'être purement professionnels, de pouvoir réellement donner la bonne, la vraie information et de ne pas entretenir les rumeurs et la diffamation, les querelles entre chapelles politiques. C'est comme cela que moi je perçois la chose en réalité. Henri Yambodé, il a pris plus de temps. Oui, plus de temps. J'ai même eu l'impression que bon, c'est lui qui avait écrit. C'était un exposé. Allez-y. Bon, c'est juste pour l'attaquer. Allez, le 18 décembre passé, il a fait sortir donc une bonne phrase qui, ma foi, doit être l'essence même de la conclusion donc, de tout ce qu'il a dit. La trêve politique n'arrache pas donc la parole aux journalistes. Il faut arriver donc à distinguer plusieurs catégories de journalistes. Il y a des journalistes spécialisés et tout le reste. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau et vous nous avez présenté comme analyste politique. D'accord ?
un analyse politique qui est différent donc, des politiciens. Et je crois, le 18 décembre passé, quand le président Patrick Talon donc, était en face des journalistes, il disait, quand on lui a posé la question, il disait que la traite politique n'interdit pas de critiquer l'action publique, mais elle vise à mettre fin à la campagne électorale et permettre donc que la chose publique continue. Ça fait partie donc, ici, les journalistes au Bénin, comme je l'ai dit, il y a plusieurs sortes de catégories de journalistes. Les journalistes spécialisés en santé, tout le reste. La traite politique, oui, est peut-être vue par les politiciens comme une interdiction de prendre la parole. Mais si les journalistes, ils arrivent donc à analyser. Et l'analyse est basée sur des faits concrets, est basée sur des actions concrètes. Et donc, les journalistes auront toujours la parole d'analyser, de dire, par exemple, que telle chose, tel fait a été produit dans tel département, voici les conséquences que cela pourrait produire. Et on le fait si bien par ici. Mais par contre, si les politiciens, en fait, ils ont cette facilité de critiquer, d'accord, cette décision est mauvaise. Mais ce que leur impose maintenant la traite politique, c'est au même moment où vous dites que la décision est mauvaise, il faut arriver à proposer une alternative. Et donc la presse, aujourd'hui encore, va continuer d'analyser. Je suis d'accord avec Moïse qui parle donc de journalistes d'investigation et tout le reste. C'est une pratique journalistique qui n'a pas émergé beaucoup au Bénin. Donc il faut continuer à travailler à ce que, aujourd'hui, que ces pratiques-là émergent. Mais les analystes politiques, les journalistes analystes politiques qui sont toujours sur les plateaux peuvent continuer parce que leur analyse se base sur des faits. Et sur les faits, même si c'est des faits politiques, ils vont continuer donc toujours, bien sûr, d'analyser. Et donc, la traite politique n'arrache pas la parole aux journalistes. Je vais lui emprunter cette phrase-là qui pour moi, est forte. Mais ça permet aux journalistes, bien sûr, de travailler désormais à avoir plus d'arguments, d'éléments d'appréciation pour donc étayer le Je vais quand même poser cette question. Oui. Quel impact une presse moins critique peut-elle avoir sur l'opinion publique? C'est ce que je disais, je tentais d'expliquer tout à l'heure. La presse critique, je préfère qu'on parle de presse qui analyse. Oui, justement, l'analyse, c'est la critique. De presse professionnelle. Professionnelle. L'analyse, c'est la critique. Oui, c'est le décryptage des faits. Oui. On peut être pour, on peut être contre. En apportant des arguments. Justement, c'est comme je disais que les journalistes se basent sur les faits. Contrairement aux politiciens qui, bon, c'est peut-être leur opinion ou émotionnelle, des critiques émotionnelles et tout le reste. Mais le journaliste, il n'est pas émotionnel. Il se base sur les faits concrets. Et je ne vais pas vous faire cet affront-là, vous rappelez que chez les journalistes, les faits sont sacrés. Tout à fait. D'accord? Et donc, pour ça, la parole est toujours avec les journalistes. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose? Non, je veux surtout mettre l'accent sur quelque chose. Pendant longtemps, la pratique, surtout, vous savez, les acteurs politiques nous traînent dans leur courant, dans leur façon de fonctionner. Vous savez, le rythme de Patrice Talon a embarqué tout le monde, y compris nous-mêmes au niveau de la presse. C'est la même chose que le rythme de Yahya Boni a emballé tout le monde, la façon de fonctionner des dirigeants. Et donc, la critique, en réalité, il est arrivé à un moment dans notre pays où on pense que critiquer, en réalité, c'est un très... Dénoncer? Non, dénoncer même, c'est encore bon. Si vous dénoncez ce que vous faites... On a galvaudé le terme critiquer. Critiquer, à un moment donné, les gens pensaient que c'est hausser le ton. Ouais, il est arrivé un moment où, au Parlement, on a tapé tam-tam. Oui. Et ça a donné l'impression que c'est ça ce qu'on appelle critiquer. C'est-à-dire que quand je ne suis pas pour, je peux être en train de manger arachidé, de taper tam-tam, pendant que le président de l'Assemblée nationale est en train de s'exprimer. Non, mais c'est des choses qu'on a vécues. Et ça a mis dans... C'est pourquoi je prends le temps de rappeler aux uns et aux autres que quand les gens disent il faut revenir aux acquis démocratiques, il faut revenir aux acquis démocratiques, là. Quand vous entendez les acteurs politiques dire ça, là, revenir aux acquis politiques dont ils sont en train de parler, ce n'est pas en réalité pour tout le monde. C'est revenir aux intérêts et aux pratiques qu'eux, ils sont en train de perdre. Et maintenant, les intérêts et les pratiques qu'ils sont en train de perdre, est-ce que c'est véritablement les intérêts de la nation? Est-ce que c'est véritablement les intérêts de la République? Est-ce que c'est véritablement des pratiques véritablement démocratiques? Et j'allais jusqu'à dire, quand le député, par exemple, quand en démocratie, quelqu'un qui aspire à être député va promettre qu'il va faire de routes et d'hôpital, celui-là,
il est en train en réalité de fausser la démocratie. Il est en train de fausser le discours démocratique. Il est en train de mettre dans l'esprit des citoyens ce que n'est pas la démocratie en réalité. Parce qu'en démocratie, les pouvoirs sont séparés. Tout à fait. Voilà, il est en train de mentir. Et donc pendant longtemps, voilà les choses que nous avons gardées. Donc critiquer en réalité, critiquer dont on est en train de parler là, c'est d'avoir les éléments de preuve, c'est d'avoir des éléments d'argumentation véritablement tangibles, rationnels surtout, et ne pas verser dans les émotions et les critiques et les guerres de personnes. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc la critique ne disparaît pas. Je le disais tout à l'heure encore, un chef de parti politique, vous n'allez pas lui dire de ne pas parler pendant 5 ans, c'est pas possible. Si le type il est président de parti politique et que vous posez des actes politiques, il va s'exprimer, il va parler, mais on lui demande d'être plutôt responsable. On lui pose aussi une autre manière de faire la politique désormais. Bien sûr. Parce que quand vous critiquez, il faut le problème que notre démocratie a eu jusqu'en 2016 et peut-être jusqu'à maintenant encore, c'est que les acteurs n'ont pas intégré les instruments de la démocratie. Et ils ont galvaudé le terme démocratie. Ils ont pensé que ça, il suffisait simplement de prendre le micro et de s'exprimer pour dire qu'on est en train de faire la démocratie. Et de s'exprimer comment? De dire des choses parfois qui ne sont pas réelles, de dire des contre-vérités. Et que peut-être, et très souvent, des acteurs des médias se font des relais par moment. C'est-à-dire, vous allez voir, il y a un moment où on faisait il y a une information, c'est information décalée. Bon, ici, on a une rubrique qui est information décalée, hein, mais il y a une certaine rubrique dans certains médias à un moment donné où on juxtaposait les propos d'acteurs politiques et prononçait ça et là et pour pouvoir donner un contenu un peu satirique, à la limite satirique, mais un peu humoristique également. Et il faut, si vous retrouvez encore ces éléments vidéo, écoutez les propos, écoutez les termes, regardez les ajustements de personnes qui prennent la parole en notre nom, qui votent en notre nom, qui décident en notre nom. Voilà, c'est cette pratique-là qu'il faut réussir à dépasser, en fait, afin que les citoyens puissent revenir aux fondamentaux de la démocratie. Et de la démocratie surtout qui nous propulse vers le développement, et non la démocratie qui arrange les intérêts des clans et des groupuscules. Merci Moïse Novignon, merci Henri Yampodet.